Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les joueurs de tennis des années 80-90. C'est une vidéo destinée à des personnes plus jeunes qui n'ont pas connu cette époque, mais qui entendent parler de ces joueurs, des Pete Sampras, des Agassi, des Boris Becker, etc. et qui ne les ont pas vus jouer en réalité, qui n'ont pas été dans cette époque-là. Alors on voit des vidéos de ces derniers sur YouTube, on en entend parler, mais quand on n'a pas vraiment connu l'époque, qu'on n'a pas vu ce que c'était, qu'on n'a pas vécu le moment, qu'on n'a pas vu les matchs en direct, on ne peut pas vraiment connaître ces joueurs. Et donc, ma vidéo, elle s'adresse aux amateurs de tennis qui s'intéressent au tennis, mais aussi à la personnalité des joueurs, à ce qu'ils ont apporté au tennis, à ce qu'ils représentent pour le tennis, et donc qui ont envie de savoir un petit peu plus qui étaient ces joueurs, comment ils étaient, comment ils se comportaient, etc., comment on les percevait à l'époque. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis l'époque de Roger Federer, les années milieu des années 2000, il y a eu un énorme changement parce que depuis cette époque, les joueurs ont des carrières, c'est le cas de Federer, Nadal et Djokovic, extrêmement longues et leur règne dure extrêmement longtemps. À l'époque, c'était très différent. Les joueurs avaient des carrières qui duraient beaucoup moins longtemps. Ils arrêtaient environ à 30, 32, 33 ans et ils étaient au top de leur carrière pendant 4, 5, 6 ans. Et donc il y a eu début des années 80 à la fin des années 90, début des années 2000, plusieurs joueurs qui, chacun à leur tour, ont pris le pouvoir, ont pris le relais. Et ça a toujours été comme ça en fait. C'est la période actuelle qui est un peu curieuse, mais auparavant ça se passait toujours comme ça. Les joueurs avaient des règnes moins longs que ce qu'on a connu récemment avec les trois fantastiques. Alors on va commencer par Ivan Lendl. Ivan Lendl, c'est le premier grand joueur du début des années 80. Il a succédé à Borg, McEnroe, c'était ses concurrents de l'époque, surtout McEnroe. Il a en quelque sorte, Ivan Lendl, révolutionné le tennis. Ivan Lendl, c'est 8 grands chelems, donc ça place son homme, c'est numéro 1 mondial pendant je ne sais combien de semaines et je ne sais combien d'années, c'est énormément de titres remportés, donc c'est un énorme palmarès, c'est un des plus gros palmarès du tennis, donc c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis, Ivan Lendl. Ivan Lendl a révolutionné le tennis pour deux raisons. Ces deux raisons sont d'une part le fait qu'il a amené au tennis un niveau de professionnalisme qui jusque-là n'était pas égalé. Il y avait évidemment des joueurs qui s'entraînaient beaucoup, etc. Mais lui a amené quelque chose de supplémentaire, c'est-à-dire qu'il est devenu plus professionnel que les autres, il s'est entraîné plus que les autres et il a emmené d'autres dimensions, la dimension de l'entraînement physique, de la diététique. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui tout le monde le dit, a emmené quelque chose de nouveau, a vraiment transformé le tennis et l'a emmené dans une ère beaucoup plus professionnelle. Et donc ça, c'est un des joueurs, et ils ne sont pas très nombreux, qui a changé le tennis. Il y a lui, il y a évidemment Federer, il y a peut-être Björn Borg avant. Voilà, il fait partie des joueurs qui ont amené une grande nouveauté au tennis en raison soit d'un changement de stratégie ou d'un changement de façon de s'entraîner. Voilà, Ivan Lendl, c'est ça. La deuxième raison, c'est qu'il a changé un petit peu le jeu. Il a accéléré le jeu, c'est-à-dire qu'il frappait plus fort que ses prédécesseurs. Auparavant, il y avait des joueurs qui évidemment étaient des très grands joueurs, mais qui frappaient peut-être moins fort qu'Ivan Lendl. Ivan Lendl est arrivé, il a frappé plus fort, il a emmené plus de puissance dans le jeu. Alors c'est quelqu'un qui était grand, surtout pour l'époque, qui travaillait énormément son physique, et donc il a emmené une dimension physique dans le jeu. Alors le jeu d'Ivan Lendl, c'était essentiellement basé sur la régularité, quelqu'un qui voulait pas faire de fautes, qui faisait très peu de fautes, qui au niveau du revers était souvent dans le contrôle, c'était plutôt des revers chopés ou semi à plat, qui avait en revanche un coup droit lifté, qui était puissant, qui était fort, et qui avait un gros service pour l'époque, et qui aussi avait une bonne volée. Donc c'est un joueur très complet, qui avait un très gros physique,
qui faisait très peu de fautes, qui courait partout et qui frappait pour l'époque plus fort que ses adversaires. Donc un énorme joueur qui a beaucoup apporté au tennis. En revanche, au niveau de la personnalité, il n'était pas très apprécié des médias, pas très apprécié du grand public, peut-être pas des amateurs purs de tennis, mais du grand public d'une manière générale, parce qu'il avait une personnalité assez froide, et on lui reprochait de ne pas sourire, de ne pas être très rigolo, de ne pas être un grand marrant, de ne pas avoir un jeu aussi très spectaculaire. Et c'était un peu à l'époque John McEnroe qui lui était un peu le bad boy, qui cassait ses raquettes, qui montait à la volée, qui était plus spectaculaire. Et donc on les comparait un petit peu les deux. Et c'est vrai qu'Ivan Lendl, c'était pas un grand marrant. 3 anecdotes sur Ivan Lendl. La première, alors j'ai pas vérifié, mais j'ai lu qu'Ivan Lendl aurait dit, ça vous place son homme, on lui reprochait à l'époque, ses managers et tout, lui disaient Ivan, il faut que tu souris un peu plus, faut que tu sois plus bankable et tout, voilà. Et lui, il aurait dit je préfère perdre $1 million plutôt que sourire. C'est pour vous dire à quel point le gars était rigolo. Autre anecdote, je vous l'ai dit, Ivan Lendl c'était un joueur qui était énormément dans le contrôle, qui cherchait pas à faire de fautes, qui était plutôt un joueur à renvoyer la balle, c'était un semi-attaquant de fond de cours. Il paraît qu'à l'époque, avant qu'il ait ce jeu, c'était un gars qui envoyait des mines dans tous les sens. Il faisait énormément de fautes, il envoyait des scuds de partout et il faisait que des fautes, si bien que les mecs voulaient pas s'entraîner avec lui. Et après, il avait peut-être 17-18 ans. Et après, il s'est mis à changer son jeu, à être beaucoup plus dans la régularité, à faire beaucoup moins de fautes, et voilà, et c'est devenu le joueur qu'on connaît. Dernière anecdote, et celle-là, je peux la vérifier parce qu'elle me concerne directement. À l'époque, il y avait un tournoi à Bordeaux où il faisait venir des très bons joueurs. Et Ivan Lendl était venu au tournoi, j'avais 7-8 ans. Et moi, j'étais dans le club, j'étais inscrit dans le club où il y avait le tournoi. Et je m'amusais tous les jours, j'allais au tennis, je jouais, etc. Et là, je l'ai vu pendant le tournoi. Il était tout seul avec sa femme dans un club house. Et donc je l'ai vu, c'était hallucinant, je l'ai vu, j'étais tout petit. Je suis resté figé à l'observer, à le regarder, j'ai halluciné. C'était mon idole, moi, je voyais Ivan Lendl. Et là, il y a un garde du corps qui est arrivé, qui m'a dit non, mais voilà, faut pas rester, etc. Gentiment, bien évidemment. Et là, il y a la compagne d'Ivan Lendl qui a vu la scène, je me rappelle très bien de ce moment-là. Et elle est allée voir le garde du corps et tout, elle a dit non, elle m'a fait rentrer dans la salle, donc c'était hallucinant, j'étais tout seul dans cette salle avec Ivan Lendl et sa compagne, dans un petite salle de clubhouse, et j'avais mon petit carnet d'autographes, il m'a signé un autographe, et là il a commencé à me parler en anglais. Alors, moi je parlais pas du tout anglais à l'époque, mais voilà, il a été extrêmement gentil, extrêmement sympathique, et c'est assez marrant parce que ça tranchait complètement avec l'image qu'il avait, il a été très très gentil avec moi. Voilà. Ensuite sont arrivés 2 autres joueurs, Boris Becker et Stefan Edberg. Donc eux, ils ont pris le contrôle du tennis à la fin des années 80, début des années 90. Donc voilà, on va dire peut-être leurs meilleures années, c'est 89, 90, 91, 92, voilà, c'est là où ils dominaient le tennis. Donc c'est chacun 6 tournois du Grand Chelem, donc 6 tournois chacun du Grand Chelem. Évidemment numéro 1 mondial chacun, évidemment énormément de titres, donc des immenses champions, des immenses stars du tennis, avec une grande rivalité, qui n'a pas duré très longtemps, ça a duré 3-4 ans, mais qui a été une grosse rivalité, parce que pendant 3-4 ans, dans les années 90, 91, 92, ils se retrouvaient quasiment systématiquement en finale des tournois, des plus grands tournois, des grands chelems, etc. Donc il y avait les pros Edberg et les pros Becker. Vous avez d'un côté Edberg qui était le genre idéal, etc. Et de l'autre, un peu le bad boy, Boris Becker. Moi, évidemment, j'aimais bien les bad boys, quand on est petit, on aime bien les bad boys, donc j'étais un pro Boris Becker, et Boris Becker, c'est mon idole de jeunesse, j'ai adoré ce type-là, je l'adore toujours, et je lui pardonne tout, j'adore Boris Becker. Alors on va commencer peut-être par Stefan Edberg, et après on parlera de Boris Becker. Stefan Edberg, c'est un joueur, voilà, comme j'ai dit, c'est le genre idéal. Au niveau de la personnalité, il avait une personnalité extrêmement lisse. Il n'y avait jamais un mot qui dépassait, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain.
il n'y avait aucune phrase, qui était avec la même femme pendant très longtemps, il est toujours avec d'ailleurs. Voilà, c'était vraiment le gars qui était très stable, avec des parents très bien, très stable, etc. Sur le court, jamais un mot, jamais une contestation, jamais un énervement. Donc vraiment, le gentleman dans toute sa splendeur. Alors, c'est très bien, et maintenant je sais apprécier ce genre de comportement, mais c'est vrai que quand on est petit, on préfère les types un peu plus, voilà, un peu plus sulfureux. En termes de jeu, c'est assez surprenant. Donc, Stefan Edberg, c'était un excellent volleyeur. D'ailleurs, on associe les volleyeurs à Stefan Edberg. Quand on rate une volée, on dit ah, tiens, toi t'es pas McEnroe ou toi t'es pas Stefan Edberg, parce qu'évidemment, Stefan Edberg, c'est la volée. C'était un excellent volleyeur. Donc Stefan Edberg avait une super volée, et je vais expliquer après pourquoi. En revanche, dans le jeu, hormis la volée, c'était pas très bon. Même c'était pas bon du tout, notamment en coup droit. Il avait un revers à peu près correct, qui lui permettait, souvent il faisait des chip and charge, il essayait de prendre le filet, d'aller à la volée le plus vite possible. Donc quand il était en revers, ça lui permettait de faire un chip et d'avancer dans le court et d'aller à la volée. En revanche, en coup droit, il avait du mal. Si vous mettiez la balle 2, 3, 4 fois sur son coup droit, il faisait une faute. Il a vraiment un coup droit faible, très faible. Hein. J'exagère pas, il a vraiment un coup droit très faible. Et j'ai toujours été surpris, même quand je vois les matchs aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre comment il a pu avoir un tel palmarès, être un joueur absolument énorme, avec un jeu de fond de court, et surtout de coup droit, mais de fond de court de manière générale, aussi faible. Alors il compensait avec une volée exceptionnelle. Sa volée était exceptionnelle en raison, alors il était très adroit évidemment, et en raison du fait qu'il arrivait dans d'excellentes conditions à la volée. Stefan Edberg avait un jeu de jambes phénoménal. Il faisait on l'appelait le chat, il faisait des petits pas d'ajustement exceptionnels, et quand il arrivait à la volée, il était tellement en suspension, il était tellement dans un jeu de jambes parfait qu'il arrivait à claquer des volées qui étaient parfaites. Et à chaque fois, il les mettait loin de l'autre joueur, à droite, à gauche, enfin c'était parfait quoi. Ensuite, il avait un très bon service volé. Je dis pas qu'il avait un service, c'est pas un gars qui mettait des aces, mais il faisait un service et derrière, il rentrait à 2-3 mètres dans le court en retombant de son service. Tout son service était axé pour prendre le filet. Et donc, quand il finissait son jet de service, il était déjà à 2-3 mètres dans le court. Du coup, il arrivait très très vite au filet, ce qui fait qu'il n'avait plus qu'à claquer les balles à la volée. Donc, ce service totalement fait pour aller derrière au filet, et son adresse et son jeu de jambes fait que voilà, quand il servait, c'était quasiment impossible de lui prendre des jeux. Alors après, en retour, il fallait bien qu'il marque des jeux. Hein. Mais il y arrivait, je sais pas comment il se débrouillait, il arrivait toujours à bricoler, à monter à la volée, et les gars, il fallait qu'ils fassent des passings, et à force, il finissait par faire des fautes, et voilà, il arrivait à gagner les matchs. Bon. Alors une anecdote là aussi sur Stefan Edberg, qui est pas très marrante là pour le coup, c'est que Stefan Edberg, et je pense que voilà, beaucoup de gens le savent, il a malheureusement tué quelqu'un en jouant au tennis. C'est extrêmement triste, il a... je sais plus si c'était sur un smash ou sur un service, je crois. Il a une balle qui a percuté un juge arbitre. Le juge arbitre s'est fait mal, il est tombé, et en tombant, sa tête s'est cognée soit contre le sol, soit contre un poteau, je ne sais plus exactement, et la personne malheureusement est décédée. Voilà, donc, ça fait partie aussi de entre guillemets, de la légende, enfin, si je puis dire, de Stefan Edberg, en tout cas de son histoire. En face de Stefan Edberg, il y avait mon joueur préféré, le joueur que je préfère dans l'histoire du tennis, Boris Becker. Boris Becker, c'est le bad boy du tennis. Il a déboulé dans la planète tennis je crois que c'est en 1985 qu'il va gagner Wimbledon. Il a 17 ans et demi. On voit ce blond, il était totalement blond platine. Il vient gagner Wimbledon, le tournoi le plus prestigieux. 17 ans et demi, et ça devient une star phénoménale. Il a un gros charisme, une personnalité où on voit qu'il y a du fond, de la profondeur, et tout de suite, voilà, il attire les caméras, il attire les médias, parce que c'est une grosse vedette, quoi. Et ça va le poursuivre toute sa carrière.
Boris Becker, c'est quelqu'un aussi bien sur le terrain que dans la vie personnelle qui est sur courant alternatif. Il a des bonnes périodes et des moins bonnes périodes. Et ça, c'est vrai dans sa vie personnelle et également pendant ses matchs. Parfois, on va plus le voir pendant 6-7 mois. On ne sait pas pourquoi. Il disparaît des cours de tennis. On ne sait plus ce qu'il devient. Et après, il revient et il va gagner un grand chelem, quoi. Et après, il redisparaît. C'est pareil pendant ses matchs. Des fois, pendant 3-4 jeux, il va prendre 4-0, 5-0, 6-0. Et derrière, boum, on ne sait pas comment il fait. Il va gagner 4 jeux d'affilée contre les meilleurs joueurs du monde, hein. Et là, il est capable de plus faire une faute, de faire que des coups parfaits, que des attaques, que des volets, que des services gagnants, que des aces, que des retours parfaits. C'est ça, Boris Becker. Boris Becker, c'est aussi un charisme, une attitude sur le court que j'ai jamais vu. Pour moi, c'est le plus charismatique, hein, je l'ai dit et je le redis. Il a un regard, bien à lui. Il a une attitude dans la manière dont il retourne servir, il faisait circuler sa balle d'avant en arrière, c'était très spécifique. Dans la manière dont il servait, dans la manière dont il regardait l'adversaire, c'est Boris Becker, ça lui appartient, il n'y a que lui, c'est vraiment très spécifique, c'est dur à décrire, c'est le charisme, c'est un gros athlète, c'est un gros bestiau Boris Becker. En termes de jeu, c'est un joueur qui était extrêmement fort, qui aurait peut-être gagné plus de titres, hein, c'est 6 grands chelems, il a été numéro 1 mondial, il a beaucoup de titres à son actif, mais il aurait pu certainement mieux faire que ce qu'il a fait, hein. D'ailleurs son manager l'a dit, Boris Becker, s'il avait été plus constant dans sa vie, il aurait plus de grands chelems. Déjà beaucoup, il a bien exploité son potentiel, mais il aurait pu l'exploiter encore plus. En termes de jeu, donc c'était un jeu offensif, basé sur la puissance, un très gros service, il était bon au fond de cours, il savait faire des points gagnants des deux côtés, revers, coup droit. Il avait un très bon chip. Il utilisait beaucoup le chip de revers pour neutraliser l'adversaire, casser le rythme. Il avait un très gros coup droit, une très très bonne volée, un très gros service. C'est un joueur offensif, complet, et avec un bon mental, un gars qui aimait la victoire. Un très grand champion, un des plus grands joueurs de tennis. En tout cas, moi, c'est le joueur que j'ai préféré avec Roger Federer. Sont ensuite venus 2 autres joueurs qui ont pris le pouvoir, surtout l'un, Pete Sampras. Donc Sampras et Agassi. Donc Sampras et Agassi sont arrivés au début des années 90. Hein, ils sont nés en 70-71, à peu près en même année. Et donc, ils ont pris le pouvoir derrière Edberg et derrière Boris Becker. Alors, on a là aussi une espèce de rivalité, parce qu'on a 2 joueurs très différents. On a d'un côté Pete Sampras, qui est un joueur un peu froid, un peu ennuyeux, pas très charismatique, un peu secret, et de l'autre, la rockstar, mais qui a eu 2 carrières, une première partie de carrière et une seconde partie de carrière, c'est André Agassi. Alors, on va peut-être commencer par Pete Sampras, pour finir sur le plus rigolo, André Agassi. Pete Sampras, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du tennis. Pour moi, en numéro 1, je mets un chapeau, je mets Djokovic, numéro 1, plus grand joueur de l'histoire du tennis. Même si mon joueur préféré c'est Federer, mais voilà, faut être honnête, Djokovic est au-dessus. Et je mets un deuxième chapeau où je vais mettre justement Roger Federer, Nadal, Borg et Sampras. Et ensuite, je vais mettre un troisième chapeau avec les Becker, Agassi, Connors, Edberg, etc. McEnroe, bon bref. Donc, Sampras est vraiment très très haut dans la hiérarchie du tennis. Sampras, c'est 14 tournois du Grand Chelem. C'est des années 93-94 à 98-99. Peut-être 5 ans où il est numéro 1 mondial, où il finit numéro 1 mondial. Enfin, c'est énorme. Il a vraiment, voilà, dans le cœur des années 90, c'est Pete Sampras qui domine totalement le tennis. Il y a Agassi aussi, mais Sampras est au-dessus. Il a gagné énormément de tournois. Au niveau du jeu, c'est un jeu très proche de Roger Federer, hein, c'est de l'attaque, c'est un joueur très complet, au fond de court il est très bon, à la volée il est très bon, c'est peut-être le meilleur serveur qui a existé, surtout en seconde balle, c'est
la meilleure seconde balle qui existait de l'histoire du tennis. C'est un joueur qui faisait service volé systématiquement, donc c'était un espèce de Roger Federer, mais un petit peu plus offensif quand même, qui prenait plus le filet, qui faisait pas de faute, qui faisait toujours les bons choix. Un énorme mental, c'est un gars, s'il est à 5-4, il est mené 15-40 au service, il va vous sortir un ace, un service gagnant. Bah, on ne peut pas faire meilleur joueur, quoi, hein. C'est vraiment un très très bon joueur qui a arrêté tôt, hein. Il a arrêté à 30, peut-être 32 ans. S'il avait continué plus longtemps, il aurait sûrement eu une vingtaine de grands chelems. Donc on peut vraiment le mettre dans les tout meilleurs joueurs de l'histoire du tennis. Son palmarès le prouve. Alors on lui a reproché sa personnalité, toute sa carrière un peu tiède, un peu effacé. C'était pas un grand rigolo. Il était assez timide, il parlait pas trop en interview. Sur le court, il disait jamais rien. Il n'était pas, c'est pas un grand charismatique, il n'avait pas une grosse personnalité. Mais il a quand même marqué évidemment l'histoire du tennis par ce palmarès absolument phénoménal. Alors là aussi une petite anecdote sur sur Pete Sampras, qui était d'ailleurs l'idole de Roger Federer. Roger Federer s'est beaucoup inspiré de Pete Sampras. Pete Sampras, c'est un joueur qui est réputé pour avoir l'un des meilleurs revers à une main, et à l'origine il avait un revers à deux mains. Et c'est son entraîneur qui s'est dit, quand il avait 14-15 ans, ce joueur est vraiment un joueur offensif, faut pas le laisser avec son revers à deux mains qui va le pénaliser, qui va l'empêcher de pénétrer vraiment dans le court, il faut qu'il passe à une main. Mais quand il a eu 14-15 ans, son entraîneur l'a fait passer sur un revers à une main. C'est quand même hallucinant parce que ces gars-là à 14-15 ans, c'est quand même des joueurs accomplis. Ils sont et donc il a vraiment changé quelque chose de majeur dans son jeu à un âge entre guillemets avancé. C'est-à-dire à l'adolescence, il a changé son revers, il est passé de deux mains à une main. C'est assez hallucinant. Alors en face de lui, il y avait un joueur qui était donc évidemment André Agassi. Et donc c'est le dernier très grand joueur, parce que lui il a joué plus longtemps que Pete Sampras, c'est le dernier très grand joueur des années 90. Après on est passé à Roger Federer qui a pris le pouvoir. Il y a eu une petite transition avec certains joueurs, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Andy Roddick, qui au début des années 2000 ont fait un peu la transition, mais ils sont pas du tout du même calibre, évidemment, que Federer, et pas du tout du même calibre non plus que Sampras, Agassi, et ceux que j'ai cités, Lendl, etc. Donc Agassi, il déboule lui aussi dans le tennis, c'est la rockstar du tennis, un peu comme quelques années avant lui, Boris Becker, parce qu'il a les cheveux longs, parce qu'il a les tenues en jean, parce que c'est un peu un branleur. Et il a deux carrières complètement différentes. Il a une première partie de carrière qui va durer donc du début des années 90 jusqu'à 96. Ensuite, il va complètement disjoncter, se blesser, tomber dans les choux. Il va aller au-delà de la 100e place mondiale. On le pense perdu pour le tennis. Et il revient dans les années 1 ou 2 ans après, en 97-98. Il redevient, c'est hallucinant, numéro 1 mondial en 99, je crois. Et là, il refait une carrière pendant quelques années. Il va regagner les grands chelems, etc. Donc, première partie de sa vie où très jeune, il est très talentueux. Il va gagner les grands chelems, ça va devenir une énorme star. Mais comme il a une vie personnelle débridée, qu'il a des problèmes, il le dit, hein, il a des problèmes personnels, il n'est pas heureux, etc. Il va tomber un peu en dépression, ça va jouer beaucoup sur son tennis. Il va arrêter le tennis et il va revenir ensuite remotivé parce qu'il a trouvé une stabilité, qu'il a des personnes qu'il a rencontrées qui vont le tirer vers le haut. Et il va faire une deuxième partie de carrière exceptionnelle. La première partie de carrière était exceptionnelle, mais la deuxième partie va l'être aussi. Donc il y a vraiment deux joueurs, deux attitudes. C'est assez hallucinant. C'est vraiment un joueur qui a eu deux façons de se comporter, deux carrières. C'est hallucinant. C'est André Agassi. Alors André Agassi, c'est un joueur, l'un des plus doués de l'histoire du tennis. C'est un joueur qui jouait quasiment tout en demi-volée. Il prenait la balle extrêmement tôt, coup droit, revers. Aucun point faible, c'était pam pam pam, et il vous envoyait des balles à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Lui, c'était un gars qui prenait la balle en demi-volée, qui frappait hyper vite, et il envoyait que des balles. Il faisait quoi à son adversaire? À droite, à gauche, à droite, à gauche. Donc c'était l'attaquant de fond de cours, le meilleur attaquant de fond de cours qui existait. Alors après, il y a des très bons joueurs de fond de cours, hein, Djokovic et tout, mais ils sont peut-être moins offensifs que ne l'est André Agassi. André Agassi, c'est hyper impressionnant parce qu'il prend la balle hyper tôt. Et il fait que des demi-volées, j'ai jamais vu ça. Et c'est le seul à prendre la balle aussitôt.
Donc c'est un joueur très impressionnant qui a marqué les années 90 du tennis parce que il avait un jeu impressionnant et il était assez charismatique, il avait une personnalité, voilà, il était un peu une rockstar, hein, comme je l'ai dit. Il avait une compagne qui était une actrice de cinéma, voilà, c'était le joueur flamboyant des années 90. Donc première partie de carrière, ensuite il tombe dans les choux, il est un peu dépressif, hein, il le dit lui-même, il est un peu alcoolique et tout, hein, voilà, c'est vraiment la loose complète. Il va arrêter le tennis quasiment, et puis là il refait une rencontre, André Agassi, il va rencontrer un gars qui est un entraîneur physique et qui va le suivre toute sa deuxième partie de carrière, qui va être un peu son mentor, garde du corps, entraîneur physique, et qui le remet sur des bons rails, et là il repart, il change d'état d'esprit, il devient beaucoup plus stable dans sa vie personnelle, il va rencontrer Steffi Graf, une joueuse de tennis, il va se mettre en couple avec elle, et il va devenir beaucoup plus stable dans sa vie, et beaucoup plus stable dans son tennis, et là il va se remettre à être une méga star du tennis, à redevenir numéro 1 mondial, et il va regagner des grands chelems. Donc voilà ce qu'on peut dire d'André Agassi. C'est le dernier très grand joueur après l'ère Djokovic, Nadal, Federer. Voilà pour ces grands joueurs des années 80-90. J'espère que si vous les, évidemment vous les connaissez, mais que ça vous aura permis un petit peu mieux de les appréhender, de voir ce qu'ils ont pu apporter au tennis, de voir comment vous pouvez à l'époque les percevoir, comment ils étaient perçus. Et donc je vous invite à aller regarder des vidéos de ces joueurs-là. Il y a un seul match que vous devez regarder de ces années-là, je vous le conseille. C'est un match entre Pete Sampras et Boris Becker en 1996. Il y a des extraits de ce match sur YouTube. C'est la finale des Masters et là c'est hallucinant. C'est un match qui est en 5-7. Il y a une énorme intensité. C'est un des derniers très grands matchs de Boris Becker. Il y a un très grand respect entre les deux joueurs. On a les deux joueurs qui sont au top de leur niveau, Sampras, Becker. Voilà, Becker est ultra charismatique, ça se voit sur le court, c'est un leader, c'est un gros bonhomme, c'est un homme quoi. Sampras est très bon aussi. Alors c'est Sampras qui gagne, c'est en 5-7 et il y a des coups merveilleux, les mecs font des coups, mais c'est hallucinant. En plus, ça résonne dans la salle, ça frappe fort, on entend le bam, le bruit de la balle, et c'est des points absolument merveilleux. En fond de cours, en volée, enfin c'est très spectaculaire, allez voir ce match. Sampras Becker, vous mettez ça 1996, vous allez tomber sur la vidéo sur YouTube et vous allez kiffer. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.